Alors, aujourd'hui, on continue le cours sur l'espace LP et le sujet du jour, ça va être les changements de variables. Donc, pour ça, on va avoir besoin de difféomorphismes qui vont être nos changements de variables. Et je vous rappelle qu'un difféomorphisme, ça va être une application donc, de Rn de Rn, donc, qui va être définie sur un ouvert U et qui va avoir une image sur un ouvert V, tel que phi va être C1, et phi est bijective, et par ailleurs on a aussi phi-1 qui est C1. Pour savoir si une application est un difféomorphisme, il y a un outil très utile qui s'appelle le jacobien. Donc si on a phi, qui donc définit sur un ouvert U et donc à valeur dans Rn, on va définir cette matrice-là. Donc vous voyez que le I, ça correspond à l'indice vertical d'une matrice, le J, ça correspond à l'indice horizontal d'une matrice, et donc le coefficient IJ, ça va être des ronds de phi I, ou phi, donc ça va être la ième composante de phi, donc avec la dérivée partielle UJ. Donc ça donne une matrice, et comme on va de Rn dans Rn, ça va nous donner une matrice carrée. Et du coup, on peut s'intéresser à la question de savoir si cette matrice est inversible ou pas. Et donc ça va dépendre en fait si le déterminant de cette matrice est nul ou pas. Et le déterminant de cette matrice, on va l'appeler le jacobien. Et donc il y a le théorème d'inversion locale qui nous dit que si le jacobien est différent de 0 en un point, en fait, phi va être un difféomorphisme local. C'est-à-dire que si je prends un point U0 tel que le jacobien en U0 est différent de 0, eh bien je peux trouver un petit ouvert autour de U0 et un petit ouvert autour de phi U0 tel que, en fait, phi restreint donc du petit ouvert autour de U, autour de U0, vers V, qui va être le petit ouvert autour de phi U0, va être un difféomorphisme. Donc ça permet de montrer qu'une application est un difféomorphisme local. Par contre, si on a cette hypothèse en tout point de l'ouvert, c'est-à-dire que pour tout U0, le jacobien est non nul, ça ne montre pas que phi va être un difféomorphisme. Pour cela, en fait, il faut que phi soit bijectif. Donc quand on a ces deux hypothèses, en fait, c'est ce qu'on appelle le théorème d'inversion globale. À ce moment-là, oui, effectivement, phi va être un difféomorphisme. Mais là, on va voir un exemple qui nous montre que cette hypothèse du fait que phi va être bijective, ça ne va pas être si simple que ça. Alors, on va prendre donc l'exponentielle complexe. Donc l'exponentielle complexe, c'est le fait que c'est l'exponentielle de z, avec z est égal à x plus y, sauf que ici, puisqu'on est dans R2, on va considérer c comme identifié à R2, c'est-à-dire que x plus y va être représenté par les coordonnées x, y, et de même, voilà, e de z, on va considérer que c'est le vecteur de coordonnées e de x cos de y et e de x sinus y. Bon, et du coup, ça nous définit une application qui va de R2 dans R2. Et bon, voilà, on peut calculer son jacobien. Alors, donc, première composante dérivée par rapport à x. Donc là, il va ne rester que la dérivée par rapport à EX, puisque bien sûr, cos Y ne dépend pas de X, donc ça va nous donner ceci. Si maintenant je fais la dérivée par rapport à Y de la première composante, à ce moment-là, la dérivée de cos Y, c'est moins sinus Y, etc. Donc on aboutit à ça. Et ça, on peut calculer le jacobien, donc il suffit juste de faire le produit en croix. Et on trouve donc exponentielle de 2x. Donc ça, c'est pas mal parce que c'est un nombre qui va être tout le temps strictement positif, quel que soit x et quel que soit y. Du coup, ça montre bien que cette application exponentielle de R2 dans R2, c'est un difféomorphisme local. Par contre, ça ne va pas être un difféomorphisme global. Alors pourquoi c'est pas un difféomorphisme global ? Bon, déjà, il y a un problème de surjectivité parce que l'exponentielle de z, ça ne va jamais être égal à 0. Donc, bon, on pourrait dire, oui, alors c'est un difféomorphisme de C vers C étoile, bon, pourquoi pas. Par contre, là où vraiment ça pêche, c'est que
il y a un problème d'injectivité, puisque vous voyez que exponentielle de 0 ça fait 1, et exponentielle de 2i ça fait aussi 1. Donc du coup, oui, localement, on va avoir un difféomorphisme, mais par contre, on n'a pas ce caractère de difféomorphisme global. Et pour avoir un difféomorphisme global, là, il faut vraiment se restreindre les espaces de départ et l'espace d'arrivée pour essayer d'obtenir de l'injectivité et de la surjectivité. Et donc ça, on y reviendra quand on verra le changement de variable en coordonnées polaires. Alors, avant de passer à la formule de changement de variable pour n, on va faire un petit rappel pour le changement de variable en dimension 1. Donc là, on a phi, qui est donc strictement monotone, donc d'une certaine façon, ça veut dire que phi est un difféomorphisme. Et du coup, on a le fait que l'intégrale de f rond phi multiplié par phi prime, c'est égal à l'intégrale de f en changeant les bornes. Et donc ça permet de calculer très facilement des intégrales classiques comme ceci. Et du coup, la question, c'est comment on fait quand voilà, on veut calculer une intégrale sur R2 ou sur R3, et on veut faire un changement de variable. Donc on a ce théorème de changement de variable, qui est vraiment très pratique, et qui nous dit la chose suivante, c'est que, alors, on part d'un ouvert U et d'un ouvert V, donc j'insiste que pour que ça marche, il faut que les deux ensembles soient ouverts, et phi, donc ça va être un difféomorphisme, donc notre champ de variable phi va être un difféomorphisme de U vers V. Et à ce moment-là, donc on a f mesurable, bon je vous rappelle qu'au niveau de l'agrégation, toutes les fonctions qu'on rencontre sont mesurables, et on a le fait que f appartient à L1, c'est seulement si en fait cette fonction appartient à L1. Et à ce moment-là, si ça c'est vérifié, on peut écrire que l'intégrale de f sur v, ça va être l'intégrale sur u, donc de cette fonction-là. Alors ça, en fait, il faut bien comprendre que c'est un théorème qui est très intéressant, parce que vous avez une fonction f, bon voilà, assez compliquée, et vous voulez calculer son intégrale. Et mettons que par exemple, vous avez repéré qu'il y a des termes en x carré plus y carré. Et donc, vous vous dites, bon, bah, je vais faire un champ de variable en polaire, ça va être beaucoup plus simple, et vous faites champ de variable en polaire, et effectivement, vous apercevez que la fonction devient très simple, et que c'est facile de calculer son intégrale dans ce cas de figure. À ce moment-là, si la fonction que vous avez obtenue, donc après changement de variable, est clairement L1, eh bien, vous pouvez en déduire que la fonction de départ, f, était L1. Donc ça veut dire que pour justifier votre champ de variable, vous n'avez pas besoin de l'hypothèse que f soit L1. Vous faites le champ de variable, vous aboutissez à une certaine fonction, s'il est clairement L1, ça justifie a posteriori que vous aviez droit de faire votre champ de variable. Et donc à ce moment-là, vous pouvez juste calculer cette intégrale-là, et ça vous donnera cette intégrale-ci. Donc ça c'est bien, alors ça va même un petit peu plus loin, un petit peu à la manière du théorème de Tonelli, que si f est positif, vous pouvez faire directement donc, le changement de variable, et à ce moment-là vous saurez que ceci est égal à cela. Alors s'il se trouve que vous obtenez que cette intégrale est égale à plus l'infini, et bien ça voudra dire que cette intégrale-là est égale à plus l'infini. Donc voilà, alors on va prendre un exemple pour bien comprendre comment ça marche, et on va procéder déjà avec les coordonnées polaires, parce qu'après tout, c'est quand même un des exemples les plus courants, les plus communs qu'on puisse imaginer quand on travaille sur des fonctions de deux variables. Voilà, on fait un changement de variable en polaire. Et là, on va s'apercevoir qu'en fait, bon, notre théorème, il est bien gentil, mais quand même, ça coince un petit peu. Hein. Un petit peu à la manière de l'exemple de l'exponentielle que j'avais donné tout à l'heure. Donc, bon, au départ, le changement de variable, ça va être clair, c'est qu'on veut remplacer x et y par r cos θ et r sin θ. Donc ça, jusque-là, tout va bien. Par contre, là où ça commence un petit peu à coincer, c'est que ça, c'est pas bijectif, puisque vous voyez que si je prends θ égale 0 et θ égale 2π, je vais trouver la même chose. Donc déjà, il y a un premier souci. Donc peut-être que je pourrais me dire, bon, je vais me restreindre à 0, 2π, et je vais prendre 0, je vais exclure 2π de manière à être injectif. Donc ça, c'est pas mal, mais du coup, maintenant, ce segment 0, 2π qui est semi-ouvert, semi-fermé, c'est plus vraiment un ouvert. En plus de ça, il y a un autre souci quand même, parce que le R, bon, ça paraît simple, donc R est vide en R+, mais R+, c'est pas un ouvert, donc
faut que je prenne R plus étoile. Donc vous voyez, là simplement de vérifier ces hypothèses-là, ben, c'est pas si évident que ça de se ramener à des ouverts et d'avoir un difféomorphisme qui va gentiment nous permettre de calculer cette intégrale. Donc dans ce cas de figure, en fait, on va devoir restreindre l'espace de départ et l'espace d'arrivée de manière à obtenir de la bijectivité. Alors voici comment on va faire. On va prendre comme ouvert 0 plus l'infini multiplié par 0,2 pi. Donc ça va être l'intervalle où R va vivre, et ça va être l'intervalle où θ va vivre. Et alors là, vous apercevez que quand même il y a un petit problème, parce que effectivement, bon, ok, U est ouvert, donc ça va. Mais par contre, quand je vais regarder l'image par R cos θ, R sinus θ, bah, ça ne va pas me donner R2, ça va me donner en fait R2 privé donc de la demi-droite horizontale qui part de 0, où j'ai tous les nombres positifs. Bon, ceci étant, ce V là, qui est donc R2, où on a enlevé un rayon, en fait, enfin, on a enlevé, voilà, tous les points de R2 qui sont de coordonnées x0, c'est un ouvert. Donc ça, au moins, c'est vérifié, c'est qu'on a bien, au point de départ, U et V qui sont ouverts. Donc ça, c'est pas mal. Et il se trouve que, dans ce cas de figure, phi est bien bijectif. Donc ça, c'est bien aussi. Mais on se dit, ben oui, d'accord, mais là, j'ai pas tout à fait R2. Donc comment je fais? Parce que moi, je vais intégrer sur R2, je ne veux pas intégrer sur en fait cet ensemble tronqué. Bien, en fait, c'est là qu'il faut comprendre que ce problème n'est pas un problème. Et alors pourquoi ce n'est pas un problème? Parce que R2 et cet ensemble V, ils sont identiques à un ensemble de mesures nulles près. Et donc, du coup, quand vous avez une fonction, que vous avez calculé, en fait, fonction L1, vous avez calculé l'intégrale sur V, et vous avez calculé l'intégrale sur R2, en fait, ça va donner la même chose. Parce que, dans l'intégrale de Lebesgue, 0 multiplié par plus l'infini, ça fait 0. C'est-à-dire que si vous avez, mettons que, voilà, on est en dimension 1, et que vous avez une fonction qui vaut plus l'infini en un point et qui vaut 0 ailleurs, sur l'intégrale, c'est 0. D'accord? Donc du coup, peu importe en fait la valeur de la fonction, donc ce qui se passe sur la demi-droite positive là qu'on a enlevée, peu importe, même si la fonction vaut plus l'infini, en fait ça ne va pas changer l'intégrale, et donc l'intégrale de cette fonction sur R2, ça va être identique à l'intégrale sur V. Donc du coup, quand ce qu'on va dire, c'est, bon, bah, je cherche l'intégrale de f sur R2, bah, je vais dire que c'est la même chose que l'intégrale sur V, et là, maintenant, je peux faire mon champ de variables, et dire que ça va être l'intégrale sur U, une fois qu'on aura appliqué le changement de variable. Et donc ça, nécessairement, voilà, ces deux intégrales sont, enfin ces trois intégrales, je devrais dire, sont identiques, et ça, donc, ça nous permet de justifier le changement de variable. Alors, on va prendre donc... alors déjà, quand même, pour préciser les choses, on va calculer le jacobien de donc ce changement de variable, R cos θ, R sinus θ. Bon, donc quand je dérive par rapport à R, ça me donne cos θ. Et pour la première composante, pour la deuxième composante, c'est sinus θ. Et quand je dérive par rapport à θ, ça va me donner donc moins R sinus θ et R cos θ. Et du coup, quand je calcule donc le déterminant, ça me donne R. Donc finalement, cette grosse expression qui ici, en fait, ça va juste R. Donc c'est quand même assez simple. Donc finalement, une façon de le dire, c'est que je vais remplacer dx dy par R dr dθ. Voilà. Et donc maintenant, si je prends un petit exemple, et donc je vais faire l'intégrale de cette fonction donc sur le disque, donc le disque de rayon 1. Donc déjà, en fait, bon, donc là, ici, c'est un petit peu implicite, mais donc l'intégrale de cette fonction constante là, sur le disque de rayon 1, c'est la même chose que, en fait, l'intégrale sur le disque ouvert de rayon 1, sur lequel, en fait, on a enlevé le segment horizontal entre le point 0 et le point 1. Donc voilà, un peu comme ici où on avait
enlever donc cette demi-droite. Ici, on va enlever un segment. Et comme en fait, on est dans le cas de l'intégrale de Lebesgue, en fait, enlever ce demi-segment, ça ne change absolument rien. Donc du coup, sur ce disque tronqué, je peux faire mon chemin de variable. Bon, bah, très bien, dx, dy, je le remplace par r, dr, dθ. Et donc, je me retrouve avec ces intégrales. Alors, techniquement, effectivement, ici, quand on parle d'intégrale à 0,1, en fait, il faudrait dire que c'est l'intégrale sur le segment ouvert 0,1. Et ici, ce serait l'intégrale sur le segment ouvert 0,2 pi. Mais bon, voilà, encore une fois, donc, au niveau de l'intégrale de Lebesgue, parler d'intégrale sur le segment ouvert à segment fermé, ça donne exactement la même chose. Donc, on ne va pas se casser la tête et dire que ça, c'est égal à ça. Et donc, voilà, on trouve le résultat. Alors, un exemple un petit peu plus complexe. Donc maintenant, on veut calculer cette intégrale où donc D, ça va être cet ensemble. Donc en fait, ça va être une sorte de quartier, comme ça, voilà, avec une certaine ouverture angulaire. Donc là, bon, voilà, clairement, il faut faire un changement de variable en polaire. Et donc le x plus y carré, bon, ça va être égal à... on pourra le remplacer par carré. Là, il va nous rester r dr dθ. Il va falloir bien réfléchir en fait à quoi correspond cet ensemble D une fois qu'on a fait le changement de variable en polaire. Donc effectivement, bon, bah, ça va être le fait que le rayon va être compris entre 1 et 2 et que θ va être compris donc entre pi sur 6 et pi sur 3. Et à ce moment-là, bon, on peut faire le changement de variable. Alors, un dernier exemple, bon, très classique pour calculer l'intégrale gaussienne. Donc on veut calculer cette intégrale. Bon, clairement, cette intégrale existe puisque la fonction est continue et qu'elle va être en grand taux de 1 sur x carré en plus l'infini moins l'infini. Et du coup, une façon de calculer ça, c'est de dire, bah, je vais calculer cette intégrale au carré. C'est-à-dire que je vais faire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de e moins x carré dx multiplié par l'intégrale de e moins y carré dy. Et donc, bah, je multiplie, et puis bah, en fait, ça va me donner une intégrale sur R2. Et cette intégrale-là, je vais pouvoir utiliser le changement de variable en polaire, à savoir que donc x carré plus y carré, bah, je vais le remplacer par r carré, et le dx dy, ça va passer par r dr dθ. Alors, encore une fois, si on était très rigoureux, il faudrait dire que, bon, le changement de variable... En fait, on ne l'applique pas sur R2, on va l'appliquer sur R2, privé d'une demi-droite, pour bien avoir un isomorphisme entre deux ouverts. Mais en général, on ne va pas se prendre la tête à essayer de donner tous ces détails, et je ne pense pas que ce soit besoin, dans un écrit d'agrég, de préciser des choses comme ça. Alors peut-être que vous pouvez dire, oui, qu'on a un isomorphisme de tel ensemble sur tel ensemble, et donc, on obtient cette formule-là, sans donner plus de détails. À l'oral, c'est pareil, vous pouvez dire, bon voilà, j'ai mon difféomorphisme phi qui va de tel ouvert vers tel ouvert, et donc ça nous permet d'obtenir cette intégrale-là, et à ce moment-là, bon, si le jury vous demande des précisions, eh bien, il faut être prêt à expliquer clairement qu'effectivement, il y a toutes ces hypothèses à vérifier. Mais c'est vrai que dans la pratique, en général, à l'écrit comme à l'oral, en fait, on ne va pas vous demander ça parce que c'est un peu trop, ça prendrait vraiment trop de temps. Mais par contre, il faut ces choses qu'il faut avoir bien en tête pour être capable de répondre à des questions comme ça à l'oral. Ok, donc revenons donc à notre gaussienne. Donc voilà, bah, cette intégrale, on la commence par intégrer en R, donc ça se calcule de manière très facile, et ça permet de trouver donc l'intégrale gaussienne. Alors, un cas particulier, c'est quand on a à faire un champ de variable qui est une multiplication matricielle par une matrice constante A. Donc là, ici, ce qu'on a, c'est que la mesure de AE, donc E un ensemble mesurable et A une matrice, ça va être donc la valeur absolue du déterminant de A multiplié par la mesure de E. Alors bien sûr, le fait de faire une translation comme ça ne va pas changer la mesure de l'ensemble. Et donc, quand on a une intégrale de ce type-là, on peut tout à fait appliquer la formule qu'on a vue tout à l'heure, qui était voilà, ici.
Donc on remplace f de x par f de phi. Alors attention, phi, ça va pas être la multiplication par a, parce que là, on part de g rond AU plus B, et on veut arriver à x. Donc on va remplacer U par A-1 x moins A-1 B, de manière à ce que quand on fait ce genre de variable, on se retrouve avec g de x. Donc on a cette application linéaire qui donc à x associe A-1 x moins A-1 B, et la différentielle de cette application, ça va être l'application qui a h associe A-1 h. Donc en fait, là, il faut bien voir que ici la différentielle va être constante, c'est-à-dire qu'en tout point, la différentielle va être la même, et du coup, le jacobien va être constant et égal à 1 sur le déterminant de 1, enfin 1 sur la valeur absolue du déterminant de A, et donc ça justifie cette formule-là. Alors un petit cas particulier, donc des fois, c'est l'exode sur les ellipsoïdes qui arrive, et on vous demande, donc avec Q symétrique définie positive, de calculer la mesure de cet ensemble-là. Alors il y a une façon de le faire qui serait en fait de diagonaliser Q-1, parce que clairement, Q-1 va être symétrique définie positive si Q est l'est. Et donc à partir de ça, en fait, on peut voir qu'effectivement, cet ensemble-là, ça va être un ellipsoïde dont les axes vont être les vecteurs propres de Q-1. Mais sinon, notre façon de faire les choses, c'est que si on a une décomposition de Cholesky, c'est-à-dire qu'on peut écrire Q comme A transposé de A, ou voilà, A, ça va être une matrice inversible, eh bien, on voit clairement que cet ensemble grand E, ça va être A appliqué donc à la boule 0,1, donc la boule fermée. Parce que voilà, si je prends un point de cet ensemble-là, à x, et on va l'appeler plutôt AY pour être clair, et donc si x est égal à y, je vois que en fait le A de y et le transposé de y transposé de A va se simplifier avec le Q-1, et je vais me retrouver avec donc le produit, la norme au carré de y, et effectivement ça va être plus petit que 1. Donc effectivement E ça va être égal à ça, et du coup j'en déduis en disant cette formule là que le volume de E ça va être la valeur absolue du déterminant de A multiplié par le volume de la boule dans Rn. Alors, pour finir, on va faire un exercice un petit peu difficile, qui est un exercice de probabilité, et comme chacun sait, tout exo de proba est difficile. Donc, l'exo, c'est le suivant, on a x, y, indépendantes, voilà, et qui sont de loi normale, et on va essayer de trouver la loi de x sur y. Alors, notez déjà que c'est pas évident comme ça de trouver la loi de x sur y. Si on essaie de faire avec des méthodes de fonction de répartition ou des méthodes peut-être avec fonctions caractéristiques, on sera un petit peu embêté. Mais là, on va s'en sortir en utilisant des méthodes de densité et de changement de variable. Alors d'abord, on a un certain résultat qui nous dit que si z est un vecteur aléatoire, donc à valeur dans U, inclus dans Rn, et que z a une densité, eh bien on peut trouver pour phi un difféomorphisme, on peut trouver en fait la densité de phi de z, qui est donnée par cette formule-là. Alors ça, c'est quand même vachement intéressant, parce que la plupart en fait des variables aléatoires ou des vecteurs aléatoires que vous allez trouver dans le programme d'agrégation, en fait, c'est bon, à condition qu'elles soient à valeur dans Rn, ça va être des vecteurs aléatoires à densité. Et du coup, cette formule vous permet automatiquement de trouver la densité de phi de z. Et c'est vrai que très souvent, dans les exos, on part de variables aléatoires assez classiques et on construit une nouvelle variable aléatoire à partir donc de composition de fonctions. Et là, sous réserve que phi soit un difféomorphisme, on peut trouver la densité de y. Alors, peut-être un petit peu quelques indications pour expliquer d'où ça vient cette formule. Alors déjà, donc, si on prend un ensemble quelconque, B, borélien, inclus dans V, et qu'on regarde la probabilité que Y, donc phi de Z, appartienne à B,
Bah, ça, c'est la probabilité que Z appartient à phi-1 de B. Parce que simplement, phi est bijectif. Donc là, vous voyez que l'hypothèse qu'on ait affaire à un difféomorphisme est importante. Et comme Z, c'est un vecteur aléatoire, et de densité H, par définition de densité, cette probabilité, ça va être égal à ça. Mais là, on va pouvoir faire un changement de variable en remplaçant U par phi-1 de Y. Et donc ça va changer notre domaine d'intégration. Donc phi-1 de B, il va être remplacé par B. Et ça nous donne H de phi-1 de Y, multiplié donc par le jacobien de phi-1. Bon, très bien. Et donc du coup, la probabilité qu'Y appartienne à B, c'est égal à l'intégrale sur B de cette fonction-là. Et ça, en fait, ça veut dire que la densité de Y, c'est cette fonction-là. Donc voilà, on a comme ça la densité de Y. Alors là, attention, quand même, il y a quelque chose qui est un petit piège d'un point de vue pratique, c'est que ici, vous voyez qu'il y a une fonction indicatrice. Donc, puisque en général, voilà, il peut arriver que vos densités elles soient définies sur un ensemble particulier sur lequel, sur leur support va être non nul, et le support de la densité de Z ne va pas être le même que le support de la densité de Y. Donc, par exemple, ça peut arriver peut-être que le support de votre densité, ça va être R plus étoile, si par exemple vous avez une loi exponentielle, mais qu'en faisant une transformation, finalement, le support de la densité, ça va être moins 1 pour votre phi de Z. Donc faites bien attention quand vous changez, vous appliquez votre difféomorphisme, vous allez changer le domaine d'intégration et du coup, vous allez changer en fait le support de la densité. Bon, voilà. Alors ici, ça ne posera pas tellement de problèmes. Et donc, ceci étant dit, on va utiliser ça pour calculer la loi de ce couple-là, x divisé par y, virgule y. Bon, très bien. Alors, bon, d'abord, il faut calculer la loi de xy. Donc ça, c'est assez facile parce que on sait que x, y sont indépendants. C'est des lois normales, donc on connaît la densité, et donc la densité du couple XY, ça va être donné donc, par le produit des densités, c'est-à-dire cette formule. Donc la densité du vecteur XY, c'est ça. Bon, c'est pas mal, et du coup, on va pouvoir appliquer notre formule pour trouver la densité de phi de XY. Alors déjà, c'est quoi phi ? Phi, ça va être, puisqu'on veut x sur y virgule y, bon, phi de xy, ça va être x sur y virgule y. Ça, on n'a pas tellement de choix. Bon, là, on s'aperçoit quand même un petit souci que pour l'instant j'avais mis un peu sous le tapis. C'est possible que y vaille 0. Et donc, jusque-là, cette fraction n'est pas vraiment définie. Donc là, il y a un petit problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se restreindre à un sous-ensemble pour phi. Donc, ça va être R multiplié par R étoile. Donc là, c'est bien, ça reste un ouvert. Et il se trouve d'ailleurs que l'image de phi, ça va être R multiplié par R étoile. Donc là, c'est pas mal, U et V sont identiques. Et en fait, cet ensemble-là, R croix R étoile, il est identique à R2 à un ensemble de mesures nulles près. Et donc, en fait, le raisonnement qu'on a fait ici, il sera toujours valide parce que les calculs qu'on va faire ici, en fait, ils sont identiques à un ensemble de mesures nulles près. Donc ça ne peut pas changer les probabilités. Et donc la densité qu'on va obtenir, donc sur ce sous-ensemble, va être correcte et va bien nous donner une densité, la densité de cette variable aléatoire x, y, y. Bon, j'espère que ce point délicat était à peu près clair. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à consulter donc, le Garey-Kurzman qui explique ça en détail.
Alors, donc, partant de là, on a phi de xy qui est égal donc à xy sur y. Bon, bah, il nous faut phi moins 1. Alors ça, par contre, c'est assez facile parce que si u est égal à x sur y et v est égal à y, bon, bah, déjà, ça nous donne y égale v. Et on trouve que x est égal à uv. Donc voilà, donc le phi moins 1, il est assez facile à calculer. Et du coup, on va calculer son jacobien. Alors, donc, je vous rappelle que pour le jacobien, vous faites des ronds de fi sur des ronds de xj, où fi, donc c'est les composantes de f, et xn, xn, c'est les variables de f. Donc je dérive la première composante par rapport à la première variable, donc ça me donne v. Maintenant, si je dérive la première composante par rapport à la deuxième variable, ça me donne u. Ensuite, donc la deuxième composante, c'est v. Donc quand je la dérive par rapport à u, ça donne 0. Et quand je dérive v par rapport à v, ça me donne 1. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, bah voilà, j'ai ma jacobienne. Alors il se trouve que donc le déterminant ça, c'est égal à v. Et ça tombe bien parce qu'on a supposé que v est toujours non nul. Donc on a bien affaire à un difféomorphisme. Et du coup, on peut appliquer la formule de change variable, c'est-à-dire la formule qui va nous donner donc la densité de x sur y. Donc, je vous rappelle qu'il faut donc prendre h de phi moins 1 de uv multiplié par le déterminant donc, de la jacobienne. Donc, le déterminant de la jacobienne, bon, bah, c'est la valeur absolue de v, donc ça va. Phi moins 1 d'uv, bon, bah, c'est juste uv virgule v, donc finalement c'est pas si compliqué que cela. Et du coup, donc, notre fonction h, donc on s'en rappelle, c'était l'exponentielle de moins x carré plus y carré sur 2. Donc en remplaçant tout ça, on aboutit donc à cette formule-là. Alors là, on n'a pas fini, parce qu'on a la densité de x, y, qui n'est pas cette formule, et donc voilà, c'est la densité de ce vecteur qu'on va appeler uv. Mais nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la densité de x sur y seulement. Et donc pour faire ça, on va devoir faire l'intégrale donc de la densité sur toutes les valeurs de v possibles, de manière à obtenir donc la densité suivant u. Donc allons-y. Donc la densité donc de grand U, en petit u, ça va être l'intégrale de FUV, donc cette densité, sur toutes les valeurs possibles de V. Donc bon, on obtient ça. Alors là, il se trouve que cette intégrale, elle est quand même assez facile à calculer, on a de la chance. Et finalement, après quelques petits calculs, on arrive à une loi de Cauchy. Donc ça veut dire que notre variable aléatoire x sur y, ça va être une loi de Cauchy. Ce qui n'était pas du tout évident à la base, mais vous voyez qu'avec ces astuces de champ de variables, on peut obtenir des résultats assez forts. Alors, il y avait une dernière question, je crois, c'était de voir est-ce que x sur y et y sont indépendantes. Alors ça, je pense que c'est assez clair que la réponse est non, parce que on se doute bien que quand y va être très grand, x sur y va avoir tendance à être plutôt petit, donc a priori ça n'a pas tellement de raison d'être indépendant. Et alors la raison pour laquelle en fait, bon, pour prouver qu'effectivement ces variables sont indépendantes, c'est de revenir à l'idée que si ces variables étaient indépendantes, ça voudrait dire que la densité de notre variable grand x sur y, donc ce qu'on appelait donc le vecteur grand U, grand V, ça devrait être le produit des densités marginales de grand U multiplié par la densité de grand V. Cependant, pour la densité de grand U, grand V, on a trouvé ça. Pour la densité de grand U, on a trouvé ça. Ça, pour la densité de V, en fait, on l'a parce que V est égal à Y, donc forcément, la densité de V, c'est ça. Et on voit que ça fois ça, effectivement, ça ne donne pas ça. Donc, du coup, ça veut dire que, nécessairement, effectivement, X, Y et Y ne sont pas indépendants. Donc voilà, on va s'arrêter là. Alors, j'ai pas encore décidé, donc,
qu'est-ce que va être la prochaine vidéo sur le cours d'intégration. Je pense qu'on va bientôt faire le produit de convolution et je pense qu'à un moment donné, on va aussi attaquer les transforms de Fourier, puisque je pense que transforms de Fourier, c'est des choses qui sont très liées aux espaces L1 et L2, donc je pense que ça rentrera bien dans ce cours. Et sinon, pas de panique, je vais finir un jour la série sur les formes quadratiques, probablement d'ici une semaine ou deux. Merci, à bientôt.